Quand on est une personne sensible, empathique, et qu'on a une culture familiale qui nous invite à s'occuper du bonheur des autres, à prendre soin d'eux, on peut avoir du mal à prendre soin de soi, à dire non, à poser ses limites. Parce qu'inconsciemment, on se dit que poser ses limites et s'occuper de ses propres besoins, c'est être égoïste. Lise Bourbeau propose une autre définition de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est d'imposer à quelqu'un de prendre en compte nos besoins avant les siens. Et dans cet épisode, je vous invite vraiment à vous interroger sur cette notion. Si vous sentez que vous ressentez beaucoup de culpabilité par rapport à votre couple, par rapport à votre famille, si vous êtes en permanence tourné vers les autres, vers les besoins des autres, et que vous vous sentez obligé de les aider, et que leur souffrance, leurs problèmes devient trop lourd à porter, c'est peut-être qu'il est temps de prendre soin de vous. Il est temps d'apprendre à poser ses limites et à dire non, pour préserver votre santé mentale, votre bien-être, et pour commencer à vivre pour vous. Des personnes qui vous aiment se soucieront également de votre propre bien-être. Ces personnes auront envie de vous soulager, auront envie de vous voir sourire, auront envie de vous voir libre et heureuse. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez commencer à vous interroger sur les rapports que vous avez avec les autres. Est-ce que votre entourage est bienveillant? Serait-il nécessaire de faire le ménage autour de vous? Serait-il nécessaire de prendre de la distance avec certaines personnes qui sont dans votre vie? Votre cœur sait déjà, votre corps sait déjà. Tout au long de la journée, votre corps a des réactions. Il est capable de vous dire si une situation vous convient ou ne vous convient pas. Il est capable de vous dire si vous êtes aligné avec les décisions que vous prenez, même si votre grand cœur et votre morale vous amènent à faire des choses. Votre corps a la capacité de vous dire si c'est bon ou si ce n'est pas bon pour vous. Il est temps de s'émanciper de cette notion de bon samaritain, qui pense aux autres, qui donne aux autres, qui se soucie du bien-être des autres. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de vous faire du bien, de vivre, de ressentir, d'aimer, de partager, de kiffer la vie. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et vous êtes capable de créer la vie qui vous convient. À ceci près que vous devez d'abord identifier vos besoins et prendre conscience de votre pouvoir personnel. Dans cet épisode, on parlera de la nécessité absolue de savoir dire non et de poser ses limites afin de préserver sa santé mentale, de retrouver son équilibre et de vivre une vie inspirée. Pluriel, c'est le podcast des femmes pragmatiques et sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur féminité. Je suis Edmé Denat, une amoureuse de la liberté, une rationnelle, intuitive, une accompagnatrice holistique. Dans chaque épisode, je vais te partager mon expérience et des outils pour développer ton leadership personnel, afin que tu puisses vivre pleinement une spiritualité incarnée. Alors si tu as envie de libérer la femme puissante, sauvage, libre, qui sommeille en toi, tu es la bonne personne au bon endroit. Assieds-toi confortablement, parce qu'ensemble, on va faire vibrer ton âme. Avant que tu écoutes cet épisode, j'ai envie de te dire que les exemples que je vais citer sont principalement issus d'un livre dont je te parle, mais aussi de toutes les consultations que j'ai pu faire depuis 5 ans. J'ai aussi ajouté des exemples de ma vie personnelle. Je vais parler de certaines communautés, il ne s'agit pas ici de les stigmatiser, je te parle seulement de ma propre expérience en tant que personne et en tant qu'accompagnante. Ça ne veut pas dire que c'est une généralité et que ça concerne toute la communauté, mais je te dis ce qui est très répandu dans les expériences des femmes que j'accompagne. Donc je t'invite à prendre du recul sur ces exemples et si ça résonne pour toi et que ça réveille des souffrances, je t'invite à t'interroger tout simplement sur pourquoi il y a certains propos qui peuvent te piquer ou t'interpeller et à accueillir ce questionnement, cette réflexion, voir ce qui naît à partir de là. Et dans tous les cas, si tu sens que tu as un appel après cet épisode, que tu as envie d'être accompagné, que tu as envie d'aller au-delà de tous ces blocages émotionnels, de toute cette incapacité à dire non, à poser ses limites, je suis là pour toi.
n'hésite pas à me contacter et on pourra en parler. Dans tous les cas, je te rappelle que c'est simplement une proposition de réflexion. Garde ta liberté de penser, vérifie par toi-même, va voir, fais des recherches. N'hésite pas à ouvrir la réflexion plus largement. Je te souhaite une belle écoute. Bienvenue à toi dans l'épisode 49, celle qui apprenait à dire non, celle qui posait ses limites. Dans cet épisode, j'avais envie de te parler d'un bouquin que j'ai commencé il y a longtemps, que je reprends. C'est un peu comme... Enfin, c'est pas un bouquin qu'on lit comme un roman. C'est un ouvrage du docteur Gabor Maté qui s'intitule Quand le corps dit non, le stress qui démolit. Si tu connais pas Gabor Maté, que l'intelligence du corps, ça te parle, je te conseille d'aller lire ses ouvrages. Gabor Maté, c'est un médecin, psychothérapeute qui s'est beaucoup intéressé au trauma, au développement de l'enfant et surtout au lien entre les émotions, le stress et les maladies. Parce que pendant 20 ans, il a accompagné des malades en soins palliatifs, il les a interrogés et il s'est rendu compte que dans leur parcours, il y avait des choses qui étaient similaires, que l'apparition des maladies était beaucoup liée à des choses que le corps avait assimilées et à des traumas. Et donc j'ai trouvé super intéressant de vous présenter cet ouvrage dans cet épisode. Bien sûr, je te mettrai les références en note de podcast. On va pas parler de tout le bouquin parce qu'il y a énormément de choses et je pense que peut-être que je ferai même plusieurs épisodes là-dessus. Mais ce que tu dois retenir, c'est que il a commencé à étudier le lien entre la psyché, donc l'esprit, les émotions, et notre système nerveux et notre système immunitaire. Bien sûr, il a repris des recherches de nombreux médecins, dont les études démontraient que les émotions jouent un rôle fondamental dans l'apparition des maladies graves. Et beaucoup d'études démontrent que les personnes qui sont stressées ont un système immunitaire qui est affaibli. Au début, on avait fait des tests sur des étudiants, donc on se rendait compte que, bien sûr, tous ces étudiants qui avaient toujours l'impression d'être évalués en permanence par leurs écoles étaient hyper stressés. Mais ça a aussi été étendu à des personnes qui sont dans la vie active et qui finalement se retrouvent dans la même situation sur le long terme, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être tout le temps évalués par leur boss, par leur hiérarchie au travail, et ils passent leur vie sous une pression qui est constante. Donc un peu comme une anxiété de performance. Et donc, toutes ces personnes stressées avaient l'impression de devoir faire des efforts pour plaire à un regard extérieur de manière permanente. Et ça a eu un impact direct sur leur système immunitaire qui a été affaibli, et donc ils étaient plus exposés à des maladies et à développer des maladies graves après. Il y a aussi le sentiment de solitude qui a été observé, qui a les mêmes effets, le fait de ne pas se sentir soutenu, entouré sur le long terme. Eh bien, ça va aussi affaiblir le système immunitaire. Donc il y a beaucoup d'épisodes où je vous ai déjà parlé de ça, du lien entre les maladies, le corps, les émotions. Mais cet ouvrage, il se base beaucoup sur de l'observation des malades et sur des données scientifiques. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est assez intéressant. Donc on peut se demander, mais alors comment le stress va se transformer concrètement en maladie? Eh bien tout simplement parce que les émotions, sur le plan physiologique, peuvent être assimilées à des petites décharges électriques, chimiques, hormonales, qui vont se diffuser à travers le système nerveux et qui vont aller impacter le fonctionnement des organes de notre corps. Donc c'est vraiment quelque chose de direct, une information qui va être transmise et finalement sur le long terme va dégrader notre santé. Comment est-ce que ça se passe quand on refoule une émotion ou quand on est complètement dissocié de son corps, de ses émotions pour éviter de souffrir? Eh bien, ça vient perturber nos défenses immunitaires. Même si on ne ressent pas de stress dans son corps, ça a le même effet. Et c'est ça qui est un peu perturbant. Moi, par exemple, j'ai longtemps été une personne stressée et je me rendais pas compte que j'avais autant de stress dans mon corps, au quotidien, que j'étais stressée de manière chronique. C'est-à-dire que, bon, je me rendais compte que je pouvais avoir des disputes ou que des fois j'étais irritable, dans des pics de stress. Mais finalement, maintenant que j'ai étudié le système nerveux, la psychologie, je me rends compte après coup que j'avais un stress qui était chronique. Et donc, ce médecin, Gabor Maté, s'est aperçu que pendant 20 ans, tous les patients qu'il avait suivis en soins palliatifs, qui avaient développé des scléroses en plaques, des cancers du sein, des maladies quand même assez lourdes, toutes ces personnes, et particulièrement des femmes, elles n'avaient jamais appris à dire non à leur entourage, à leur mari. En plus d'être malades,
ces personnes se sentaient coupables d'être malades et de ne pas pouvoir s'occuper de leurs proches, d'être une charge pour leurs proches. Finalement, elles étaient encore tournées vers le besoin, vers les besoins des autres. Et d'ailleurs, il y a une chose assez intéressante dans cet ouvrage, c'est que le lien entre le corps et l'esprit, le docteur nous dit que c'est un abus de langage de dire il y a un lien entre le corps et l'esprit, parce que ça suppose que ce sont deux entités distinctes qui s'unissent, qui se combinent, qui ont un lien entre elles. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, c'est un tout, que l'esprit et le corps ne sont qu'un, et l'un n'existe pas sans l'autre, du moins dans notre incarnation. Et donc j'avais trouvé ce point intéressant, de dire que c'est vraiment notre vision eurocentrée qui considère que les deux sont séparés. Et donc sans s'en rendre compte, on va payer tous les jours le prix du stress qu'on ressent. Et même si les sensations ne sont pas hyper désagréables physiquement, le stress est tout de même là. Et chez les personnes qui sont habituées à avoir du stress depuis l'enfance, parce qu'ils ont vécu dans des environnements où ils étaient soucieux de leur sécurité physique, ou s'ils avaient des parents qui leur mettaient beaucoup la pression pour réussir, donc ce qu'on appelle l'anxiété de performance. Donc il n'y a pas de maltraitance, mais il y a une telle pression qui est mise sur l'enfant par rapport à des objectifs au niveau de l'école, au niveau de comment il doit se comporter, au niveau du futur métier qu'il doit avoir. Et bien finalement, ça crée un stress chronique depuis l'enfance. Et chez ces personnes, il peut y avoir une accoutumance aux hormones de stress, donc l'adrénaline et le cortisol. Une accoutumance qui est un peu comme la drogue. Ce qui fait que notre organisme, de manière imagée bien sûr, va fonctionner à l'envers. L'absence de stress est vécue comme quelque chose d'anormal pour le corps. Et le corps va chercher à éviter l'absence de stress. Parce que pour lui, c'est pas commun, c'est pas un terrain connu. Et même si le stress constant va créer de la souffrance, finalement, c'est la seule chose qu'il connaît. Donc, dans le calme, dans le repos, le corps va se sentir mal à l'aise et le mental va faire en sorte qu'on s'active et qu'on cherche des situations de stress. C'est un peu étrange, mais c'est tellement ça. Et pour moi, je me rends compte que ça a été le cas. Que j'ai tellement vécu dans le stress que quand j'avais des moments où je ne devais rien faire, à part me reposer et puis finalement juste chiller, prendre du bon temps avec ma famille, eh bien je m'activais. Je trouvais toujours quelque chose à faire, du sport, des papiers, rendre service à quelqu'un, etc. Cet ouvrage, Quand le corps dit non, Le stress qui démolit de Gabor Maté, je vous le recommande parce qu'il est plein d'exemples concrets de personnes qui ont vécu des vies sous stress et je me suis reconnue dans beaucoup d'exemples. Donc je pense que vous allez vous reconnaître dans certains exemples et c'est toujours plus parlant quand on lit l'exemple de quelqu'un. Donc il y a certains exemples qui sont sur des femmes qui n'ont jamais osé dire non, qui n'ont jamais osé s'affirmer auprès de leur mari, des maris qui pouvaient être violents, abusifs, ou juste des maris qui étaient dominants, et donc qui ne prenaient pas en compte leur avis, qui se faisaient servir toute leur vie, et qui n'étaient absolument pas à l'écoute des besoins de leurs femmes. Et donc ça, forcément, ça a généré des cancers, et ces personnes sont même décédées à la suite de ça. Et c'est pour ça que Gabor Maté met en lumière cette incapacité à dire non qui va causer un stress très lourd pour le corps pendant des années et qui finalement va affaiblir le système immunitaire et créer des maladies très graves. Je pense que l'exemple qui m'a le plus marqué, c'est l'exemple d'un homme qui travaillait 7 jours sur 7, une dizaine d'heures par jour. Et lui, il n'avait pas conscience, il n'avait pas, c'est marrant, il n'avait pas conscience que son travail lui créait du stress. Il disait que son plus gros stress, c'était que sa femme ne voulait pas avoir d'intimité avec lui, donc c'est pour ça qu'ils n'avaient pas eu d'enfants, et que le manque d'intimité avec sa femme ruinait son mariage, et que pour lui, c'était sa plus grosse source de stress. Et quand le docteur l'interroge sur le fait qu'il travaille énormément, qu'il ne prend jamais de jour de repos, il dit « Ah non, mais ça, c'est du bon stress !» C'est un stress qui me motive. J'adore rendre service aux gens, dépasser mes objectifs. Même parfois, quand on me demande rien, c'est moi qui fais les choses qui devancent les demandes des gens. Finalement, il tombe malade. Il lutte des années pour s'en sortir. Et même en étant malade, il reconnaît à demi-mot l'impact du stress sur sa vie. Et il dit c'est vrai qu'au travail, j'avais cette incapacité à dire non. Et pour moi, dire oui, c'était un vrai plaisir. Maintenant, je sais que je dis non à tout et j'ai l'impression d'aller mieux. Donc il s'en rend
presque compte, parce qu'il dit, bon, je me laisse encore 3 ans pour retourner à mon mode de vie d'avant. Donc c'est comme une addiction, c'est ce que je vous disais. Il veut absolument retourner dans cet environnement où il est hyper occupé, où il va rendre service, où il va travailler énormément et jamais être chez lui. C'est l'exemple typique de quelqu'un qui a un stress chronique, qui a toujours cette sensation de devoir faire plus, de devoir être évalué par quelqu'un d'extérieur. Ça peut être son travail. Pour d'autres, ça peut aussi être Dieu, si on est dans une religion et que finalement on a une vision biaisée de ce qu'est la foi et la religion, c'est-à-dire un rapport qui est vraiment coercitif où il y a vraiment quelque chose qu'on doit prouver, qu'on doit faire, et ça peut être très très laborieux. D'ailleurs, ce rapport de faire toujours plus, vous pouvez l'avoir dans tous les domaines. C'est ce qui va faire que mentalement et physiquement, vous n'allez jamais vous reposer. Il y a plein d'autres choses dans ce livre dont je vous parlerai au fur et à mesure, mais déjà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ça. L'exemple que je vois le plus courant en consultation, il est issu des afro-descendants, de l'Afrique subsaharienne ou du Maghreb. Il y a des schémas qui sont, on va dire, assez récurrents. Le premier, c'est la parentification. Donc c'est une inversion des rôles parent-enfant. L'enfant est responsabilisé dès très jeune, adolescent, il est obligé d'agir en tant que parent, envers son propre parent et envers ses frères et sœurs, ce qui crée d'énormes responsabilités dès le jeune âge et qui va forcément créer un stress chronique parce que au lieu de s'inquiéter, entre guillemets, que de sa propre vie, on va prendre en charge ses parents et on va prendre en charge ses frères et sœurs. Et vous imaginez, pour quelqu'un qui ne s'est même pas émancipé, qui n'est pas un individu à proprement parler, j'entends par là au sens du psychisme, c'est très lourd. Il n'a pas le temps de se demander qui il est, s'il est en sécurité, et quels sont ses désirs, qu'il est déjà en train de s'occuper de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est très courant, et mêlé à une culture du sacrifice, c'est très dur de s'en dépêtrer. L'idée, c'est pas de renier sa culture, mais c'est de trouver le juste milieu entre je suis attaché à ma famille et j'ai envie de les aider et de m'occuper d'eux, si je le peux et si j'en ai envie. Donc ça, c'est un rapport qui est quand même assez équilibré. À un extrême qui est je prends en charge la maladie de mes parents, la souffrance de mes parents, la souffrance de mes frères et sœurs qui ont éventuellement des addictions, des problèmes psy, etc. C'est vachement plus courant qu'on ne le croit. Parce que il y a justement cette culture de on n'est qu'un en Afrique. Et c'est comme ça en fait. Et donc c'est la cause de beaucoup de souffrances psychiques. L'autre chose que j'ai remarqué chez les afro-descendants en consultation, qui est très courant aussi, c'est le rapport au corps chez la femme maghrébine. Quand je vous dis ça, c'est par rapport aux gens que je reçois et aux personnes que j'attire. Donc j'ai absolument pas de, on va dire, de statistiques nationales. Je vous dis ça par rapport à mon propre prisme et toutes les personnes que j'ai en consultation. Je m'interroge sur le fait que est-ce que ce sont les personnes que j'attire ou est-ce une réalité? Bon, force est de constater qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent me voir qui sont dans cette situation. Un rapport au nom qui est compliqué, une affirmation par rapport aux parents qui est compliquée dans la communauté maghrébine, avec souvent des parents, et là je dis bien des parents, soit la mère, soit le père, qui faisait preuve de violence. Le parent ne se rend pas compte qu'il faisait preuve de violence, dans le sens où pour lui c'était une éducation un peu stricte, mais les enfants l'ont vécu de manière très très violente. Ont parfois subi des violences eux-mêmes, ou ont vu un des deux parents se faire frapper pendant les grossesses et même en temps normal. Donc ça a causé beaucoup de complications au niveau de l'affirmation de soi et de la capacité à dire non et de la capacité à respecter ses propres besoins. Quand on a été élevé dans un foyer où il y a quelqu'un qui est dominant et violent, le fait de s'affirmer peut nous mettre complètement en danger. Si on ne travaille pas en thérapie, après, le rapport à l'autre est compliqué et forcément, dans les relations hommes-femmes, on le ressent. Moi, j'accompagne les femmes, donc forcément, dans leurs relations avec les hommes, et on voit des blocages, des femmes qui arrivent à 30, voire qui dépassent 40 ans et qui ont toujours des problématiques assez prononcées dans leur relation, donc une incapacité à avoir une relation longue, sérieuse, à trouver des compagnons qui sont dans la même dynamique qu'elles, et à sortir de l'image de soit l'homme est un prédateur, soit je cherche le prince charmant. Et j'arrive jamais à cet équilibre, à cette réalité qui est que on a tous des multifacettes et où on peut trouver quelqu'un de très bien, mais il n'aura pas forcément toutes les qualités du prince charmant et en même temps il ne sera pas forcément violent. Vous voyez ce que je veux dire?
Et donc ce qui se rejoue dans la relation avec, les hommes, c'est ces traumas. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller purger tout ça et cette incapacité à dire non et à s'affirmer va se rejouer dans tout ce qui concerne le masculin. Donc la représentation du masculin qu'on peut trouver direct, bah, c'est le travail. Le travail, l'entreprise, c'est le cadre, c'est l'énergie masculine. C'est l'énergie la plus proche du père, celle qui est cadrante. Et ensuite, il y a les relations amoureuses, bien sûr. Donc vous voyez, dans la communauté des afrodescendants, d'abord il y a le rapport à la famille. Je ne sais pas dire non à ma famille par rapport aux besoins qu'ils ont et au fait que je dois les aider tout le temps et que je dois me sacrifier, que j'ai plus de vie de femme. Si j'ai 30, 35 ans, 40 ans, je n'arrive pas à construire ma famille parce que finalement, ma famille au sens strict va prendre la place de mon futur compagnon et de la famille que je pourrais construire. Mentalement, je suis tellement investie dans ça que je n'ai pas de place pour autre chose, donc je n'arrive pas à dire non. Ensuite, il y a le rapport à le parent qui était violent, et là, bah, je dois un peu sortir de cette emprise de quelqu'un qui est dominant, et aussi faire preuve de pardon, parce que finalement, dans tous les schémas que je peux voir, le parent qui était dominant, violent, soit part, donc décède, soit devient extrêmement vieux et finalement devient quelqu'un d'impotent. Et du coup, il y a ce truc de je culpabilise, maintenant il est vieux, mais en fait c'était un vrai tortionnaire ce parent. Quand je parle de parents, je parle bien de père et de mère, parce que faut pas croire qu'il y a que les hommes qui étaient violents, il y a aussi des femmes qui ont été extrêmement violentes avec leurs enfants. Ensuite, ça je l'ai plus vu dans la communauté maghrébine, c'est le rapport au corps. Il y a une image de la femme qui est peut-être biaisée. Alors, j'ai pas su identifier vraiment à quoi c'était dû, si c'était au niveau culturel, religieux, familial, mais il y a un vrai tabou au niveau du corps, de la virginité. Je me suis rendu compte au fil des consultations avec des personnes qui avaient toutes fait des études, donc des personnes qui ont fait des bacs plus 5, qui ont fait des belles carrières en entreprise, qui sont assez ouvertes, c'est pas forcément des gens coincés quand vous les voyez, mais avaient des vraies difficultés dans leur sexualité, dans leur rapport avec les hommes et dans leur rapport au corps. Soit il y a beaucoup de femmes qui restent vierges très longtemps parce qu'elles veulent se préserver pour le mariage, mais finalement elles se rendent compte qu'on leur a imposé ce souhait de virginité, donc elles n'arrivent pas à s'en sortir, elles voudraient en sortir, mais elles n'arrivent pas à rencontrer des hommes qui acceptent cette virginité, et en même temps elles n'ont pas envie de se donner à n'importe qui. Soit elles vont avoir des relations sexuelles hyper tard, vers 30 ans. Et donc elles vont avoir ces relations sexuelles assez tardivement et avoir du mal à vraiment créer du lien, à rentrer dans une relation de profondeur et à pas tomber sur des profils qui sont dominants ou toxiques. Ce qui veut dire que on voit qu'il y a quand même un tabou de la sexualité, un tabou du corps, qui est plus ou moins guidé par leur culture familiale. Parce qu'il y a certains cas où oui, clairement, les parents ont imposé le fait de rester vierge avant le mariage, mais dans d'autres cas, pas du tout. Et quand je questionne toutes ces femmes pour leur demander, ben voilà, qu'est-ce qui fait que vous êtes restée vierge aussi longtemps? Est-ce que c'est par croyance, etc. Oui, ce sont des croyantes. Elles se disaient, j'ai envie d'attendre de rencontrer la bonne personne. Elles voulaient pas forcément rester vierges. Et puis elles se sont rendues compte qu'elles avaient beaucoup de blocages au niveau de leur corps, qu'elles avaient l'impression que le sexe c'était sale, ou même qu'elles étaient un peu qu'elles n'avaient pas de sensation quand elles couchaient avec quelqu'un, donc comme de la frigidité ou ce genre de choses. Vous voyez, tout un tas de blocages sexuels. Et parfois, il y a eu des abus sexuels, mais parfois pas du tout. Donc c'est vraiment multifactoriel, ce que je vous dis là. C'est pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est plein de choses que j'ai observées comme ça. Chez les afrodescendants, encore, mais là plutôt Afrique subsaharienne, j'ai pas vu ça dans le Maghreb, beaucoup d'enfants ont été envoyés sans leurs parents en France pour faire des études, chez des tuteurs, chez des familles qui étaient censées prendre soin d'eux. Les enfants arrivent à 12, 13, 14 ans et en fait se retrouvent chez des amis de la famille ou chez des oncles et tantes qui finalement vont être des personnes qui sont abusives, donc soit physiquement ou sexuellement, par des enfants de la famille qui les reçoit ou par des oncles et tantes. Et il y a aussi le traumatisme d'être venu en France et de ne pas l'avoir choisi. Et ça va créer beaucoup de difficultés après à dire non dans les relations, au travail, à s'affirmer. Et quand on les voit en apparence, ces femmes sont fortes, ces femmes sont instruites, donc on n'a absolument pas le cas de, quand on les regarde et quand on parle avec elles, de la personne qui est timide, qui est traumatisée, qui a du mal à s'affirmer. Mais dans les faits,
que ce soit au travail ou face à un homme qui est toxique et dominant, il y aura beaucoup de répercussions. Et il y aura beaucoup de difficultés à s'affirmer, à dire non et à respecter ses besoins. Pluriel, pluriel, pluriel. Et donc toutes ces tensions accumulées au fil des années créent d'abord des petits maux physiques, des petits désagréments. J'entends par là maux de dos, problèmes gastriques, d'ulcères pour certaines. Pour celles pour qui ça a été le plus grave, ça a été des AVC, des dépressions, une difficulté à retourner travailler parce qu'on est dans un état d'épuisement émotionnel et physique qui est très difficile à gérer et on va jusqu'au bout de ses ressources. Toutes ces femmes dont je vous parle vont vraiment pousser à bout leurs limites, de tous les côtés, du côté de la famille et du côté du travail. Quand on passe tant d'années à négliger ses besoins, on ne sait finalement même plus ce dont on a besoin. Il y a un moment où il y a un point de rupture, où on se dit là, je suis tellement fatiguée que j'arrive plus à me lever, je commence à pleurer tout le temps au travail, je suis irritable, j'en peux plus. Et là, il y a un déclencheur. Souvent, c'est une porte de sortie, donc différents burn-out et puis on se reprend, et puis on change complètement sa vie. Mais pour d'autres, eh bien, c'est plus dramatique. Moi, j'ai pas encore rencontré ces personnes-là, mais dans le bouquin, c'est très très bien décrit avec des maladies qui sont beaucoup plus graves. Et là, c'est des cancers, cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer du cerveau. Moi, ce que je rencontre plus, c'est de l'endométriose, de la dépression, et des troubles anxieux qui font qu'on n'arrive pas à dormir. On a des crises d'anxiété au quotidien sans savoir ce qui est généré par ça. On n'a pas besoin de trauma au sens commun du terme, c'est-à-dire abus physique ou psychologique, agression, pour être dans ce niveau d'anxiété. Une anxiété de performance, si elle a été ancrée depuis qu'on est très jeune, va créer la même chose. L'anxiété de performance, c'est quand on a des parents qui nous mettent énormément de pression pour qu'on réussisse nos études, nos vies, qu'on ait des objectifs qui soient hyper élevés. On n'a jamais le droit de se reposer, on n'a pas le droit de jouer comme un enfant, on doit toujours faire des activités qui sont soit intellectuelles, soit du piano, soit de la danse classique, soit aller au conservatoire, être le meilleur de la classe pour aller dans les meilleures prépas, pour aller dans les meilleures écoles. Et tout ça, ça crée de l'anxiété. Et parfois, c'est difficile à accepter, et ça c'est ce que je vois en consultation, parce que ces personnes-là se disent « je ne suis pas légitime à être stressé, à être anxieux. J'ai eu des parents qui m'aimaient, j'ai pas eu de trauma, j'ai une vie plutôt confortable, je suis même en couple, et j'ai un super travail et j'ai fait une super carrière. Pourquoi je suis stressée ? Eh bien pour ça. L'anxiété de performance, c'est une des explications, un des facteurs qui peut expliquer ça. Et sachez que l'anxiété, contrairement au stress, on ne connaît pas la cause. Donc c'est 10 fois plus culpabilisant. Le stress, souvent, il est généré par une expérience passée, et donc on va finalement avoir peur qu'il se passe quelque chose. On analyse la situation et on a des scénarios qui sont catastrophes. Mais on va dire la cause est identifiée dans le stress. Dans l'anxiété, c'est pas forcément identifié. Donc il y a ce truc de je comprends pas pourquoi je ressens des tensions internes, je ressens un mal-être alors qu'en apparence tout va bien. Donc c'est très très culpabilisant. Dans le cas de l'anxiété performance, c'est la même chose. L'incapacité à dire non. Sauf que quand ça a été ancré depuis qu'on est petit, comment vous voulez, vous, dire non à vos parents ? C'est très difficile. Du moins, quand on est jeune, c'est difficile de s'opposer, de dire non, maman, je veux pas faire ça, moi j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'être, je sais pas moi, artiste, j'ai envie de me reposer, j'ai juste envie d'être un enfant. Parce que c'est pas le rôle d'un enfant de dire ça. Et donc, tout va se jouer en tant qu'adulte, d'essayer de, finalement, pas refaire l'histoire, mais arrêter de se positionner en tant qu'enfant par rapport à ses parents et dire stop, maintenant je vis ma vie, j'ai le droit de vivre ma vie et j'ai le droit juste de chiller, de profiter de la vie et d'arrêter. Et donc vous voyez que cette incapacité à dire non, elle est beaucoup plus large que ce qu'on vous raconte dans le développement personnel de l'affirmation de soi. Et c'est bien ce dont parle le bouquin de Gabor Maté qui s'appelle Quand le corps dit non, le stress qui démolit. Ce que vous devez retenir de cet épisode, c'est qu'à long terme, le stress va détraquer votre organisme et va affaiblir votre système immunitaire et finalement créer des maladies. Notre responsabilité en tant qu'adulte, quoi qu'on ait eu comme expérience,
dans notre culture familiale, voilà, dans notre expérience de vie personnelle, professionnelle. Aujourd'hui, on peut prendre un nouveau départ. On peut réguler son système nerveux, on peut équilibrer les choses à l'intérieur de nous. J'interromps cet épisode pour te dire que j'ai un cadeau pour toi. Le 3 et le 4 octobre de 19h à 21h en ligne, j'organise 2 ateliers gratuits pour découvrir comment se libérer du stress et de l'anxiété en se reliant à l'intelligence du corps. Pendant ces 2 ateliers qui seront complètement différents, tu vas vivre à la fois une expérience somatique, hypnotique qui va te reconnecter à ton corps et te permettre de libérer des mémoires et t'ancrer. Mais tu vas aussi apprendre beaucoup de choses sur le système nerveux et comment fonctionne ton corps. Les ateliers sont 100% gratuits et l'inscription est obligatoire. Je te mets tout en barre d'infos du podcast. Ne manque pas cette occasion de vivre un moment puissant entre femmes afin que tu deviennes autonome sur la régulation de tes émotions et de ton système nerveux. Aujourd'hui, tu peux te libérer du stress et de l'anxiété et reprendre le pouvoir de ta vie. Et maintenant, je te laisse retourner à ton épisode. Alors, bien entendu, je vous arrête tout de suite. Si ça fait 30 ans que vous faites ça, 20 ans que vous êtes dérégulé, ça va pas se passer en 2 semaines. Mais aujourd'hui, il y a des outils, il y a des pratiques au quotidien qui peuvent vous aider à équilibrer votre système nerveux, à retrouver votre souveraineté, à retrouver cette paix, cette sérénité. Ça se fait au fur et à mesure. C'est quelque chose qui s'entretient, d'accord, pour préserver sa paix intérieure, pour préserver son calme. Et l'erreur que font le plus souvent les personnes qui échangent avec moi, pas forcément des personnes que j'accompagne, c'est de me dire « moi je veux aller vite, 6 mois c'est trop long ». Et moi j'ai la même réponse pour tout le monde. Si ça fait 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu fonctionnes avec les mêmes mécanismes, que ça t'amène toujours au même endroit, ne crois pas qu'en 2 semaines ou en 1 mois ça va se régler. 6 mois c'est le minimum. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de violenter ton psychisme. Les choses peuvent se faire en douceur. Se reconnecter à son corps, mais ça ne se fait pas tout d'un coup. Notre corps a mis en place des mécanismes de protection qui nous envoient toujours dans notre mental, qui fait qu'on ne va pas capter nos sensations, nos émotions, et qu'on va finalement refouler, être dans le déni. C'est ça qui crée du stress. Toutes ces protections, toutes ces barrières, si on les lève d'un coup, comme le souhaitent les personnes que parfois j'en appelle, « je veux aller vite, dans 2 semaines c'est bon, une consultation c'est bon ». Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais votre psychisme n'est pas prêt. C'est la décompensation. Si on lève le voile et que tout sort d'un coup, vous imaginez que votre cerveau est bien fait. S'il met autant de protection, c'est que ça génère trop de souffrance et que cette souffrance, si elle est libérée d'un coup, vous n'êtes pas capable de la gérer. Et donc l'idée, c'est au lieu d'être dans un truc de performance encore une fois, on va aller se reconnecter à son corps en douceur. Et c'est notre psychisme qui va choisir de libérer au fur et à mesure, notre corps qui va choisir de libérer au fur et à mesure et se reconnecter aux émotions. Et de plus en plus, on va se sentir en sécurité et on va pouvoir s'affirmer. Et tout ce travail avec le corps, avec des pratiques somatiques au quotidien, qui peuvent être très courtes, ça peut être 10 minutes par jour, mais 10 minutes quand même, ça va tout changer. Ça va amener plus de sécurité dans notre corps et surtout ça va libérer toutes ces émotions qu'on a refoulées, toutes les choses pour lesquelles on était dans le déni, vont sortir littéralement de notre corps. On va le sentir. On va avoir moins mal au dos, moins mal au bras, moins mal au ventre. On va avoir moins de problèmes de positionnement et on va littéralement prendre sa place, oser prendre sa place. Et ça se fait par les pratiques somatiques, comme le mouvement ou comme d'autres exercices de libération du bassin, par la respiration profonde, par plein de choses, d'accord ? Qui vont calmer le système nerveux et laisser les émotions sortir. Et quand tout ça est sorti, il y a un travail qui peut se faire et la place que vous devez avoir dans la société, dans votre couple, dans votre entreprise, va se faire naturellement. Pourquoi ? Parce que vous serez plus en hypervigilance. Vous aurez moins peur du lendemain. Vous n'allez plus être dans ce mode combat-fuite. Quelque chose de mal va arriver. Non, vous allez être serein. Vous allez vibrer tout simplement plus haut. Et c'est ça dont j'avais envie de vous parler. Votre corps, c'est votre meilleur allié. Il vous dit tout. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai été déconnectée de mon corps. Et comme je vous l'ai dit, quand j'ai lu ce livre, je me suis reconnue dans certains exemples. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je souffrais de stress chronique. Et pour moi, je me disais que c'était du bon stress, que ça me motivait, que
que c'était cool. Et en fait, non, c'était pas cool. J'étais dans le déni et j'avais peur de ressentir. J'avais peur de me confronter au vide, au rien. J'avais peur de me confronter à moi-même. Aujourd'hui, pendant mes pratiques somatiques, souvent je pleure. Et j'accepte de libérer. Je sais pas pourquoi je pleure, mais des fois, je fais des mouvements et j'ai envie de pleurer. Et ben c'est ok. Mais j'ai en tout cas cette capacité à me dire, maintenant je ne veux plus retenir mes émotions, j'ai envie que ça sorte de mon corps. Parce que j'ai compris que c'est ça qui me bloquait. Et chez les femmes que j'accompagne, et particulièrement chez la communauté maghrébine, euh, qui a un rapport au corps qui est très particulier, comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore capté tous les facteurs, les multifacteurs qui avaient amené à ça chez beaucoup de femmes qui ont entre, on va dire, 30 et 45 ans. Il y a aussi cette reconnexion à la sensualité, une sensualité qui n'est pas culpabilisante, au-delà du fait de libérer les émotions, c'est aussi comment je me reconnecte à mon corps de femme. Et pas par rapport à l'homme pour séduire, ou non, juste être bien dans mon corps de femme et voir que je suis libre et que je peux m'aimer et que je peux me faire plaisir et que je peux m'autoriser à avoir du désir. Et voyez, tout ça, c'est vraiment s'autoriser à accueillir toutes les facettes qu'on a en tant que femme. Et je trouve ça beau de voir des femmes se libérer, reprendre possession de leur corps, s'émanciper aussi de cette culture familiale et de cette histoire qui peut être très lourde, et se déculpabiliser. Je pense que si je devais résumer mon travail au quotidien avec toutes ces femmes, eh ben, ça serait de les libérer de la culpabilité. Une culpabilité qui est tellement pesante qu'elle génère du stress, de l'anxiété, de la dépression, et qui fait qu'elles n'arrivent pas à vivre. Sortir de cette culpabilité, retrouver sa liberté, retrouver sa souveraineté. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour vous introduire à ce magnifique bouquin de Gabor Maté. Vraiment qui est un spécialiste, vous allez voir qu'il a sorti plein de livres sur le trauma, donc je vous le recommande. C'est pas un livre qu'on lit d'une traite. Moi, je l'ai lu un peu en plusieurs fois, même il y a des chapitres encore que j'ai mis entre parenthèses, je me suis dit, je les lirai après. Donc en fait, je l'ai abordé je lis plusieurs chapitres, dès que j'en ai marre, je lis un autre livre, et puis après je reviens à ça, je me dis, il y avait ça dans le livre, et je reviens. Donc c'est pas une Bible, mais je trouve que c'est pas forcément un livre qu'on lit en une fois et c'est ok pour moi. Il est complètement surligné, il y a des petites annotations, j'ai mis des repères, etc. Mais je trouve qu'il est super. Autant en tant que patient, si ça vous dit d'avoir des notions sur le système nerveux, sur la reconnexion au corps et d'avoir des exemples concrets de gens qui n'ont pas su dire non, autant en tant que thérapeute ou en tant qu'accompagnant. Je vous mets toutes les références de cet ouvrage en note de podcast. Pluriel. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si aujourd'hui cet épisode a résonné pour toi et que tu sens que tu es prête à commencer ce voyage de guérison, à te réapproprier ton corps, à réduire ton stress, ton anxiété, si tu as envie de vivre librement, laisser parler ton corps, d'être à l'écoute de tes émotions, contacte-moi. Si tu as envie de faire un travail qui est profond et que tu es prêt à passer à une autre étape, si tu en as marre d'aller voir une fois un thérapeute, une fois un hypno, une fois une consultation de médium, une fois une consultation de psy, et que tu n'as jamais vraiment suivi de thérapie et que tu as envie d'essayer de nouvelles méthodes pour aller au-delà du mental, contacte-moi. Ça sera avec plaisir que je t'accompagnerai sur ce chemin, avec douceur et à ton propre rythme. Et crois-moi, c'est un accompagnement qui va te faire passer à un autre niveau de conscience et surtout qui va te rendre autonome dans ton processus de guérison. Merci à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer pour soutenir mon travail. Envoyez cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin. Taguez-moi sur les réseaux sociaux. LinkedIn, Instagram, voilà, tous les réseaux que vous utilisez. En attendant, soyez à l'écoute de votre corps. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.